président Macky Sall a vivement regretté l'exécution par les autorités gambiennes de 2 détenus sénégalais condamnés à mort, malgré les relations fraternelles avec Banjul, où il avait effectué sa première visite officielle. Nous avons été surpris par le mépris des autorités gambiennes à l'égard du Sénégal, qui auraient dû être informés au moins de la décision par les voies appropriées, telles que la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Il a appelé son homologue gambien à veiller à la préservation de l'esprit de bon voisinage entre les deux pays. Pour ce faire, il s'agit éventuellement de prendre toutes les mesures dans le sens du droit international. J'en appelle au président de la République de Gambie, le président Yahya Jammeh, pour qu'il épargne la vie de M. Saliou Niang, le 3e, et éventuellement que toutes les mesures soient prises, en tout cas dans le sens du droit international, afin que la paix et le bon voisinage puissent continuer à exister entre le Sénégal et la Gambie. Sur ordre du chef de l'État, le Premier ministre a convoqué mercredi matin l'ambassadeur de la Gambie au Sénégal pour lui notifier la position et le regret du gouvernement face à cet acte. Un autre Sénégalais figure parmi les 47 condamnés à mort en Gambie. Dès son retour à Dakar en provenance d'Afrique du Sud, le chef de l'État Macky Sall a annoncé une série de mesures face aux inondations. Il s'agit entre autres d'opérer des ruptures sans complaisance pour trouver des solutions durables à ce casse-tête des Sénégalais. L'État va consacrer des ressources substantielles à la recherche de solutions structurelles aux inondations récurrentes qui causent tant de malheurs, de douleurs et de souffrances aux populations. Au-delà de la visite effectuée par le Premier ministre dans les zones inondées, le président a également salué les actes de solidarité posés d'avance par les populations à travers une collecte de fonds destinée aux sinistrés. Je voudrais saluer les gestes divers de générosité et de disponibilité, les gestes patriotiques inspirés de nos traditions ancestrales qui veulent que la souffrance et les douleurs, comme la joie et le bonheur, soient partagés. Face à ces impératifs, le président Sall a annoncé l'introduction d'un projet de loi constitutionnelle en procédure d'urgence pour la suppression du Sénat. Ainsi, une partie du budget de 8 milliards de francs CFA prévu pour cette chambre haute du Parlement sera réaffectée à la recherche de solutions au problème des inondations. « 4 400 000, c'est le nombre des électeurs qui se sont fait enrôler sur l'ensemble du territoire burkinabé. C'est moins que les chiffres de 2007 et assez modeste au regard du potentiel des Burkinabés en âge de voter. La CENI aurait souhaité enrôler tous les Burkinabés en âge de voter. Nous avons un taux moyen donc de 55%. Première explication de cette mobilisation plutôt moyenne des électeurs, la saison pluvieuse qui absorbe le monde paysan. Aussi, de nombreuses voix s'élèvent-elles du côté de l'opposition et de la société civile pour demander un deuxième passage des équipes d'enrôlement. Dans ce pays, certains ont dit que même avec 10 Burkinabés, on pouvait aller aux élections. On est allé dans ce cadre-là et on a vu ce que cela a donné. Que l'on reporte les élections dans le premier trimestre de 2013 et ainsi donner la possibilité à la CENI de réorganiser une séance de ratissage, une séance de rattrapage. La majorité ne l'entend pas de cette oreille. Une prolongation des opérations d'enrôlement des électeurs, en plus d'être coûteuse financièrement, comporte certains dangers. Si nous nous soucions encore de redéployer une autre opération, il y a la question financière, c'est vrai, mais il y a surtout toute cette incompréhension qui peut dérouler de cette bonne volonté de départ, et il y a aussi toute cette interprétation, toutes ces intoxications qui peuvent tourner autour d'une tentative de ramassage pour une deuxième opération. Pour éviter tout cela, nous nous disons, pour une première expérience d'opération biométrique, les 4 400 000 sont un chiffre assez raisonnable. En attendant une décision du gouvernement, la CENI annonce qu'elle continuera de dérouler son chronogramme d'activité
pour la tenue effective des élections législatives et municipales couplées le 2 décembre 2012. La prochaine étape, c'est la réception des candidatures qui s'ouvre le 10 septembre prochain. Le stade du 11 novembre de Kamama, à une trentaine de kilomètres de la capitale angolaise, plein à craquer. Pour clore sa campagne pour les élections générales du 31 août, le président angolais Dos Santos n'a pas lésiné sur les moyens pour organiser ce meeting géant qui s'est tenu hier. Selon la nouvelle constitution, le chef du parti vainqueur aux élections législatives devient président de la République. Face à des militants déjà galvanisés et tous vêtus aux couleurs du mouvement populaire de libération de l'Angola, Dos Santos a les mots pour enflammer davantage les stades. Le MPLA travaille sur des problèmes, trouve des solutions et les explique au peuple angolais. Le MPLA est le parti de la vérité, du présent et de l'avenir. Pour séduire, le MPLA a fait campagne autour du slogan « Croître davantage et mieux distribuer ». Des partis promettent un meilleur partage des richesses, un message qui trouve écho notamment chez les jeunes. Le parti au pouvoir est le parti que les gens aiment, c'est le parti qui dirige le peuple, c'est le parti qui fait tout pour le peuple. Dos Santos est comme mon père, il travaille beaucoup pour le pays. Et au cours de son prochain mandat, je veux qu'il en fasse plus pour nous. Lors des dernières élections en 2008, le MPLA avait remporté 81% des suffrages contre 10% pour l'UNITA, la principale formation de l'opposition. Le scrutin avait été jugé crédible par les observateurs internationaux. Cette année, l'UNITA dénonce l'absence d'observateurs européens, mais des observateurs africains seront bien présents. Le MPLA est au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Le parti a su engager depuis la fin de la guerre civile en 2002 une politique de reconstruction des infrastructures financées par la manne pétrolière. Mais cette reconstruction n'a pas mis fin au chômage et à la pauvreté. Les injustices sociales restent omniprésentes dans le pays. L'homme de 70 ans au pouvoir depuis 37 années promet de changer la donne. Le Congolais Pierre Moussa, succédant à Antoine Timi à la présidence de la commission de la CEMAC, a un challenge à relever au cours du quinquennat de son mandat. Rendre effective l'intégration sous-régionale, Pierre Moussa reconnaît le contexte difficile dans lequel s'ouvre son mandat. Nous avons prêté serment à un moment difficile, à la fois pour l'économie mondiale de façon générale, pour l'Afrique centrale aussi, qui est encore en train de se chercher. Et pour le continent africain aussi, qui vit encore des moments très difficiles. Nous prenons donc nos fonctions dans un tel contexte. Le nouveau président de la commission de la CEMAC compte sur les diverses ressources sous-régionales et africaines pour engager la communauté et le continent dans la voie du développement et de l'émergence, sa feuille de route. Faire en sorte que l'ensemble des pays signent des textes qui structurent qui régissent notre communauté. Pour que, en tout cas à partir de 2013, que la communauté travaille avec des textes définitifs qui sont adoptés par tout le monde. Donc il nous faut en effet faire en sorte que la libre circulation des personnes soit effective. Et avec elle, bien sûr, le passeport CEMAC. Pierre Moussa a donc prêté serment devant la cour de la CEMAC le mardi dernier à N'Djamena au Tchad. Son sacro-saint principe, faire de la sous-région une communauté des peuples, les véritables acteurs de l'intégration régionale. En 2050, 80% des francophones seront africains. 700 millions de femmes et d'hommes, chacun comprend ici l'enjeu. Je me rendrai dans quelques semaines au sommet de la francophonie à Kinshasa. Voilà la nouvelle que beaucoup attendaient depuis des mois à Kinshasa. Côté majorité, c'est un vrai soulagement, mieux, un aboutissement d'une longue bataille médiatique qui oppose le membre de la majorité aux opposants qui ne jurent que par la délocalisation du sommet. Mais le Congo ne gagne rien du tout dans la francophonie. C'est une organisation symbolique, si vous voulez. C'est une rencontre entre chefs pour parler de différents problèmes, mais directement, il n'apporte rien au Congo. C'est une nouvelle défaite pour l'opposition congolaise.
François Hollande n'est pas allé dans le sens de donner raison à ceux qui croyaient que sa seule présence à Kinshasa suffirait pour légitimer un pouvoir qu'ils disent ne pas reconnaître. François Hollande ne devait pas venir. Il ne devait pas venir étant donné que le pays est en crise politique. Ça, vous le savez. Nous avons la crise de légitimité. C'est une rencontre qui a des enjeux, aussi bien politiques qu'économiques. Qu'à cela ne tienne, Hollande sera là. Il promet de rencontrer tout le monde, l'opposition, la société civile et surtout Etienne Tshisekedi. En attendant le 12 octobre, la polémique surviendra ou viendra pas de François Hollande appartient à l'histoire. Le gouvernement vient de remporter une victoire de plus sur le plan diplomatique.